Bonjour et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. C'est le dernier webinaire de notre série de webinaires gratuits dans le cadre du mois de la littératie financière au Canada. Alors, merci beaucoup d'être présent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Corinne Sauvé-Boulay. Je suis planificatrice financière et gestionnaire de portefeuille chez Raymond James au sein de l'équipe d'EMOS Gestion de patrimoine familial. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi euh, une amie de longue date, Josélise. Bonjour, Josélise. Bonjour. Et en plus de se connaître quand même bien en termes d'investissement responsable, là, Josélise et moi, on a fait notre parcours scolaire ensemble du secondaire à l'université et même tout notre parcours CFA. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de l'avoir ici avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais juste faire quelques rappels. Comme à l'habitude, là, la présentation va être enregistrée. Donc, nous allons partager l'enregistrement fin novembre, début décembre, là, sous peu. Si jamais vous voulez la réécouter ou bien la partager avec des gens dans votre entourage que ça pourrait intéresser. Et sinon, je voulais aussi vous rappeler de poser vos questions. On vous encourage à le faire, là. Il y a une boîte au bas de l'écran. Questions-réponses. Vous pouvez simplement taper vos questions, c'est anonyme, et on va y répondre au fur et à mesure, là, de la présentation. Alors, je vais commencer juste par introduire Josélise rapidement, là. Comme j'ai dit, on a fait notre parcours au HEC ensemble, mais Josélie a fait aussi la maîtrise en finance et un microprogramme de deuxième cycle en développement durable. Et en plus du parcours habituel là, du CFA, elle s'est spécialisée en faisant un certificat en investissement ESG et en finance climatique. Alors, on est chanceux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Vas-y, Josélie, je te laisse la parole. Merci. Donc, merci Corinne de me recevoir. Ça me fait plaisir d'être là. Je pense que tu n'as juste pas dit où je travaillais. Je vais en écrire. Donc, je suis analyste en capital de croissance, technologie climatique chez MKB. Capital de croissance, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est un peu le stade d'investissement entre le capital de risque, donc venture capital, et le placement privé, private equity, si ça sonne mieux en anglais pour certains. Dans le fond, on fournit du capital après la série B, souvent, quoi qu'il n'y ait pas vraiment de. C'est pas vraiment très, très clair, là, mais c'est souvent après série B jusqu'à EF, dépendamment des rondes de financement. Puis nous, dans le fond, on est prêt à accepter le risque de commercialisation, mais on ne prend jamais de risque technologique. Donc, c'est toujours des compagnies qui sont déjà bien établies, puis dont la technologie derrière a déjà été testée et éprouvée. Donc, nous, on vraiment vient juste fournir du capital pour vraiment faire croître leurs opérations, soit qui s'étendent sur de nouveaux marchés ou qui mettent en place de nouveaux segments. Donc, voilà. Et pendant que je parle de mon travail, je vais aussi juste faire un petit disclaimer de conformité. Donc, je tiens seulement à vous mentionner que je ne suis pas ici pour représenter MKB ou faire de la sollicitation et que les opinions que j'exprimerai ici sont les miennes et ne représentent pas celles de mon employeur. Par contre, si vous êtes intéressé à en apprendre davantage, ça va me faire très, très plaisir de continuer cette conversation en dehors de cet appel. Donc, on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'investissement responsable? C'est donc un type d'investissement qui consiste à prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, les fameux facteurs ESG, lors de la prise de décision d'investissement et à influencer les entreprises. Ça complète l'analyse financière traditionnelle et les techniques de construction de portefeuille. Et les investisseurs responsables peuvent avoir des objectifs différents. On va en voir plusieurs. Il y en a certains qui se concentrent exclusivement sur les rendements financiers et considèrent les enjeux ESG susceptibles d'avoir un impact sur ceux-ci. Puis il y en a d'autres qui visent à générer des rendements financiers tout en obtenant des résultats positifs pour les personnes et la planète et aussi à éviter des impacts négatifs. Vous allez mieux comprendre avec ce petit spectre des approches d'investissement. Donc, sur ce, d'abord, désolé parce que c'est en anglais, mais ça vient des PRI qui sont les Principles for Responsible Investing. Puis je voulais juste garder l'image telle quelle. Je pense qu'elle parle quand même d'elle-même. Donc, ça, c'est le spectre des approches d'investissement. Ça part de la finance traditionnelle à la gauche jusqu'à la philanthropie, tout à droite. La finance traditionnelle, donc, qui consiste à une analyse financière basée sur les résultats financiers et autres indicateurs de performance financière des entreprises.
à la philanthropie complètement à l'opposé, qui focalise, elle, sur des enjeux environnementaux et sociaux et qui, pour faire une différence, est prêt à sacrifier le rendement financier. Et donc, entre ces deux extrêmes, on retrouve deux grandes catégories, l'investissement responsable et l'investissement d'impact. Vous voyez aussi qu'il y a deux lignes oranges qui montrent que l'investissement responsable plus la finance traditionnelle, ça vise à avoir des rendements compétitifs. Donc, il ne devrait pas y avoir de sacrifice de rendement à faire sous ces formes d'investissement. Puis, l'investissement d'impact plus la philanthropie, ça vise à cibler des enjeux environnementaux et sociaux et à générer un impact positif sur ceux-ci. Donc, il y a le filtrage, screening et l'intégration ESG qui tombent uniquement sous le chapeau de l'investissement responsable. Puis, il y a la finance d'impact pure et la finance thématique qui tombent sous la finance. Excusez-moi, il y a la philanthropie et. Wow, là, j'ai complètement perdu. Non, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on disait que dans le fond, la philanthropie et la finance d'impact qui sont Oui, ben, la philanthropie, c'est en ça. fait, vas-y, José. Non, non, mais c'est ça, je veux juste dire qu'à la lisière des deux, entre l'impact et la finance d'impact pure, qui est juste. La finance d'impact pure est sous le chapeau de l'impact investing seulement et il y a l'investissement thématique qui est à la lisière entre l'investissement responsable et l'investissement d'impact. Voilà, des fois, lire ces notes, c'est plus mélangeant que d'y aller Il n'y a avec pas de ses problème. connaissances. Mais Donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que c'est vraiment un spectre, là, la finance. L'investissement exact. responsable, puis les motivations de chacun peuvent varier aussi selon ce que vous voulez. Moi, de la façon que je le vois, c'est quasiment comme quand on commence à se tremper les orteils là-dedans, on commence vers la gauche, là. Donc, Ouais, y aller tranquillement, puis au fur et à mesure, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut comme développer encore plus. ouais, Puis à la fin du spectre avec la philanthropie, ben ça, je vais le mentionner, mais on a fait un webinaire spécifiquement sur la philanthropie puis les dons planifiés. Là, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a un webinaire complet à ce sujet qui va être publié sous peu. ouais. Puis je pense que c'est important aussi sur cette image-là de, tu sais, c'est pas des lignes pleines entre chaque approche d'investissement parce que il n'y a pas vraiment de frontières claires, là. Des fois, la ligne est mince entre l'impact thématique puis l'investissement thématique et l'investissement d'impact. Pareil, l'intégration ESG, le filtrage, je veux dire, toutes les méthodes sont souvent combinées pour avoir des stratégies d'investissement tu sais, intéressantes. Fait que c'est ça. C'est pas, c'est vraiment pas noir ou blanc, mais dans les prochaines sections, on va aller un peu plus en profondeur, dans le fond, dans chacune de ces méthodes d'investissement-là. Puis bien que le nom du webinaire, j'en suis consciente, ce soit les bases de l'investissement responsable, on va aussi toucher rapidement à l'investissement d'impact parce que je pense que c'est quelque chose de super intéressant. Donc, pour le filtrage, c'est donc une application de règles basées sur des critères définis pour déterminer si un investissement est autorisé. Puis c'est utilisé vraiment à diverses fins et c'est même déjà, tu sais, c'est utilisé sans vraiment être utilisé dans l'investissement responsable. C'est déjà des choses qui sont dans la finance traditionnelle qu'on utilise sans s'en rendre compte parce que même en définissant une stratégie d'investissement, par exemple, tu sais, un fonds qui déciderait d'investir juste au Québec ou au Canada, ben, nécessairement, on exclut déjà toutes les autres géographies. Pour se conformer aux lois et réglementations aussi, souvent, il y a des sanctions sur les pays qui sont réglementaires ou des sanctions qui sont imposées à l'interne, souvent quand il y a des conflits internationaux. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle on utilise le filtrage aussi. Ça peut satisfaire des préférences des investisseurs, par exemple un investisseur qui voudrait ne pas investir dans le secteur pétrolier. Et ça limite aussi les risques. Donc, on peut, tu sais, il y en a qui vont décider de ne pas investir dans des entreprises trop jeunes ou dont la technologie n'a pas été démontrée. Donc, on peut se dire, bon, ben moi, je n'investis pas dans l'hydrogène ou dans les processus de captation de carbone parce que je pense que c'est juste pas un stade d'investissement qui me rejoint. Puis on l'utilise vraiment pré-investissement dans la construction de portefeuille, évidemment, puis la sélection d'investissement, mais aussi post-investissement en surveillance pour s'assurer qu'on est toujours conforme avec les exclusions qu'on s'était mis
qu'on avait mis dans notre politique d'investissement, sachant que des fois, ça peut changer, là. Des fois, il y a des filtrages qui sont basés sur des pourcentages de revenus ou ouais, souvent des pourcentages de revenus. Puis des fois, quand ça passe le threshold, par exemple, c'est 50%, ben, ça peut passer de 49 à 51, puis ça fait que ça peut ou non tomber dans notre univers d'investissement. Il y a plusieurs types de filtrage. Je pense qu'un qu'on connaît beaucoup, c'est l'exclusion. Fait qu'on exclut des secteurs, des géographies entières. Le filtrage négatif, ça réduit en fait notre univers d'investissement. Fait qu'on exclut, par exemple, de l'univers d'investissement tous les émetteurs dont le revenu proviennent à plus de 50% dans le tabac. Fait on exclut cela. À l'inverse, le filtrage positif, on les inclut dans l'univers d'investissement. Fait qu'on dirait, bon, ben moi, je vais inclure tous les émetteurs qui ont des revenus de plus de 50% qui proviennent d'énergie renouvelable. Donc, ça, c'est positif. L'approche best in class, on n'a pas de restrictions sur les secteurs, mais on va prendre les meilleures performances, les meilleures compagnies à l'intérieur de ces secteurs-là. Et finalement, basé sur les normes, ce serait de suivre des normes internationalement reconnues, comme celles des Nations unies, qui couvrent notamment les droits de l'homme, droits du travail, travail des enfants, puis d'exclure de l'univers les entreprises qui ont été identifiées comme violant une de ces normes-là. Puis, les données sont là, c'est des normes vraiment, comme je dis, reconnues, fait qu'il y a vraiment les données pour s'assurer de faire un suivi sur ça. Ensuite, l'intégration ESG, je pense que c'est le plus connu, même si je pense que des fois, on n'utilise peut-être pas le terme au bon moment ou de la bonne façon. Dans le fond, c'est une considération continue des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le cadre de l'analyse d'investissement et du processus décisionnel, dans le but, et ça c'est important, d'améliorer les rendements ajustés en fonction du risque. Parce que je pense qu'il y a quand même une fausse croyance de penser que peut-être l'investissement responsable diminue les rendements, mais c'est important de savoir que la finance traditionnelle ne disparaît pas dans l'investissement responsable, puis que justement de considérer ces enjeux-là, ça a été prouvé à plusieurs reprises d'avoir non seulement une bonne façon de gérer ses risques, mais aussi d'améliorer ses rendements sur le long terme. Ce que la prise en Oui, compte c'est des un très facteurs... bon point, ça. Oui, J'ai l'impression que ah, excuse-moi, ça a coupé. Mais c'est un bon point parce que souvent, en tout cas dans notre domaine, quand les gens nous parlent de ça, c'est souvent une préconception que, bon, on compense, on aura moins de rendement pour ce genre d'investissement-là. Mais à l'inverse, l'intégration, c'est des risques ESG, c'est de prendre en considération les risques d'une entreprise sur ces facteurs-là. Donc, c'est pour venir diminuer le risque de vos investissements. Donc, c'est positif, là, ultimement. ouais, exactement. Puis on va voir, il y a des exemples plus tard, mais on voit très bien comment ces enjeux ESG-là se matérialisent. C'est difficile à concevoir peut-être comme ça, là, quand on regarde les changements climatiques, on se dit, tu sais, comment ça peut vraiment avoir un impact financier sur mes investissements, mais il y a plusieurs cas, on va en voir quelques-uns aussi qui montrent comment des facteurs extra-financiers comme environnementaux et sociaux, ça se matérialise en pertes financières finalement. Donc, c'est là où on voit vraiment l'intérêt. Bon, donc j'en étais à ce que la prise en compte des facteurs ESG n'implique pas. Ça n'implique pas qu'il existe des restrictions sur l'univers d'investissement. Donc, si on parle de restrictions, on parle de filtrage. Et le filtrage et l'intégration, c'est deux techniques différentes. Fait qu'il faut, quand on parle d'intégration ESG, de prime abord, il n'y a pas d'exclusion, à moins qu'il y ait une stratégie combinée avec du filtrage. Mais l'intégration en soi n'a pas d'exclusion. Euh, Ça n'implique pas non plus que les facteurs ESG sont pris en compte davantage ou moins que d'autres types de facteurs. Et par d'autres types de facteurs, je veux dire les facteurs financiers. Donc, c'est pas parce qu'on fait de l'intégration ESG qu'on considère moins les facteurs financiers, c'est vraiment qu'on considère en plus les facteurs financiers, les facteurs ESG. Donc, ça, c'est important aussi que tous les facteurs G sont pris en compte de manière égale. Donc, ça, c'est aussi, ça n'implique pas qu'ils sont pris en compte de manière égale parce que, dépendamment de l'industrie dans laquelle une compagnie opère, il peut y avoir des enjeux qui s'appliquent plus ou moins
à elle, puis on regardera pas des enjeux pour regarder des enjeux tu sais, qui ont pas vraiment une chance de se matérialiser non seulement en quelque chose de grave, mais en plus en perte financière. Je pense par exemple aux entreprises de services. C'est quand il n'y a pas de production de biens ou de consommation de ressources, ben, souvent les enjeux environnementaux sont assez limités. Le plus gros enjeu, ce serait probablement tu sais, la consommation d'énergie du bâtiment, mais même encore, les entreprises sont rarement propriétaires du bâtiment dans lequel elles opèrent. Donc, voilà, donc pour toutes ces entreprises de services-là, ce serait beaucoup plus les enjeux sociaux et gouvernementaux et de gouvernance qu'on regarderait. Et ça n'implique pas non plus que le portefeuille résultant présentera des caractéristiques particulières. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à aller créer un thème d'investissement ou c'est vraiment, on regarde chaque investissement qu'on aurait dans tous les cas regardé et on va intégrer les enjeux environnementaux et sociaux et de gouvernance, mais on ne va pas essayer d'aller créer un thème comme ce serait le cas, par exemple, avec l'investissement thématique qu'on va voir. Puis ça aussi, ça, c'est vraiment beaucoup à toutes les étapes du processus pré-investissement, post-investissement. Ouais, fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'intégration ESG. Un Pour peu, l'in- Rosélie, si tu me laisses faire un petit parallèle, c'est intéressant. Je pense que je vais parler rapidement de comment on bâtit le portefeuille, puis je pense qu'on peut faire des liens ici. Tu sais, nous, dans notre équipe, pour le portefeuille d'action, par exemple, on prend l'univers au complet, puis on va aller prendre les best in class. Alors ça, c'était une des stratégies au début de chaque industrie. Alors, on veut avoir 4 entreprises par industrie. Alors, nécessairement, on va chercher les 4 meilleures selon nous par industrie. Avec ça, on a des critères financiers, mais on regarde la cote ESG. Donc, on fait de l'intégration ESG parce que c'est un critère parmi tant d'autres. Donc, la dette, la solidité des ventes, puis tout ça de l'entreprise, c'est important, mais les critères ESG, c'en est un aussi. Euh, puis dans le fond, on fait aussi du negative screening, là, tu me reprendras. En faisant le choix de le secteur de l'énergie, ben on fait le choix d'exclure le pétrole puis de sélectionner de l'énergie propre. Donc, c'était peut-être bon, juste pour faire un petit peu un lien avec un exemple concret là, de la ouais. réalité. Ben, ça, c'est un bel exemple de la combinaison du filtrage et de l'intégration ESG, qui sont souvent deux approches qu'on met ensemble parce que ben, c'est très compatible là, finalement Mhm. d'exclure et ensuite sur l'univers restant de considérer ces enjeux-là. Euh, on était à l'investissement thématique. Donc ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était celui qui était vraiment à la lisière, là où j'ai un peu perdu le flot de mes connaissances. C'est celui qui était à la lisière entre l'investissement responsable puis l'investissement d'impact. Donc, il s'agit de sélectionner des actifs pour accéder à des tendances spécifiques. Ça consiste à construire un portefeuille d'actifs sélectionnés en fonction de leur potentiel à tirer profit de tendances spécifiques à moyen ou long terme. Et là, c'est vraiment important parce qu'il faut vraiment pouvoir démontrer que les tendances choisies sont liées vraiment aux dynamiques actuelles, économiques, technologiques, politiques, environnementales, sociales ou réglementaires, dans le sens qu'il faut que ce soit en lien avec l'actualité, puis faut qu'il y ait une thèse qui se tient, qui démontre que non seulement il y a un besoin de régler un enjeu, mais qu'en plus, il y a des opportunités d'investissement à saisir de cet enjeu-là. Le seul parallèle qui me vient en tête, c'est MKB parce que nous, c'est de l'investissement thématique où nous, on est investisseurs donc dans la transition énergétique. Euh, on veut d'une part bénéficier des opportunités d'investissement dans des secteurs variés qui sont liés à la décarbonisation de l'économie. C'était plus l'aspect thèse financière où il y a des opportunités d'investissement. Puis l'aspect impact vient plus du fait qu'on joue un rôle de catalyseur dans le marché, qu'on accélère la transition, donc on diminue les gaz à effet de serre. C'est ça, c'est vraiment comme deux modes de penser l'investissement thématique. Puis c'est le fun parce que il y a énormément d'impact, mais on ne laisse pas de côté le rendement financier. Fait qu'on dirait que c'est un peu le meilleur des deux mondes. Et je ne dis pas ça parce que je suis J'imagine, biaisée.
J'imagine aussi que ça permet d'y aller avec vraiment ses convictions puis l'enjeu qui nous tient le plus à cœur, là. Exact. Puis, tu sais, c'est juste parce qu'on pense souvent à la transition énergétique comme enjeu majeur en ce moment, mais ça pourrait être tu sais, la gestion de l'eau, ça peut être la gestion des déchets, ça peut être tellement, tu sais, tellement de choses, là. C'est juste parce que, bon, la transition énergétique, évidemment, c'est le plus connu, mais il y a énormément santé, ouais, voilà, j'ai mis des exemples en plus, santé, biotechnologie, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'investissement thématique, mais tu sais, il faut que le fonds respecte, que tous les investissements après respectent évidemment cette thématique-là. Euh, Puis ça vient dans les étapes du processus d'investissement aussi, pré-investissement, post-investissement. Fait que ça s'utilise quand même bien partout. Il y a l'investissement d'impact. Donc là, à partir de ce moment-là, on tombe beaucoup sur la droite là, du tableau du début. On se rapproche de la philanthropie, puis on s'éloigne des rendements financiers dans le sens qu'il y en a toujours. C'est toujours important, mais c'est que peut-être qu'au lieu d'être le premier critère, ou en tout cas qu'il soit égal, peut-être que l'impact va. Puis encore une fois, ça dépend des fonds puis de la stratégie, mais c'est possible que l'impact qu'on va avoir va être plus important. Peut-être que le rendement financier, on est plus prêt à laisser des rendements un peu sur la table. Donc, c'est investir avec l'intention de générer un impact social et ou environnemental positif et mesurable en parallèle d'un rendement financier. Et j'insiste sur la notion d'intention parce qu'il ne faut pas qu'on investisse dans quelque chose et finalement, on a eu un impact positif et donc, ah ben là, je fais de la finance d'impact. Il faut vraiment que ce soit prémédité puis qu'on sache en amont que c'est cet impact-là qu'on veut avoir puis c'est ça qu'on va chercher. Et parce qu'on sait en amont quel impact on veut avoir, on doit savoir ça va être quoi l'unité de mesure pour le mesurer. Est-ce que c'est les gaz à effet de serre évités, dans le sens ceux qu'on aura empêché de se faire émettre? Est-ce que c'est la quantité d'eau qu'on aura sauvée? Est-ce que c'est, tu sais, ça peut après ça j'ai moins d'exemples sur le social qui me viennent comme ça, mais je veux dire, il y a plein de choses. Il faut juste avoir en tête la mesure de l'impact qu'on veut calculer en amont. Euh, Puis c'est ça, j'ai mis quelques exemples aussi. Ah ben j'en ai peut-être là un social. Ouais, c'est ça, microfinance et inclusion financière, santé, bien-être. Fait que, tu sais, pour la microfinance et inclusion financière, ben, ça peut être genre le nombre de prêts ou la quantité d'argent en prêts qu'on a fait à des sociétés, des communautés un peu mal desservies financièrement. Agriculture durable, sécurité alimentaire. Donc, voilà. C'est Sécurité bien. Fait que alimentaire, c'est ça. Oui, vas-y. non, j'allais juste dire l'éventail est vraiment large là, de types d'impact que vous pouvez faire. Puis, tu sais, quand on Ouais. pense à la construction d'un portefeuille, euh, tu sais, vous, en tant qu'investisseur, par exemple, vous pouvez dire, ben moi, je veux mettre une petite portion, tu sais, je sais pas, un 5% ou un 10% que, oui, il va avoir du rendement, mais c'est moins l'objectif principal. Puis ça, je veux vraiment avoir de l'impact avec ça. Alors, il y a moyen de combiner la finance traditionnelle avec la finance d'impact, là. 100%, puis je pense que même c'est sûr que pris, c'est uniquement 100% de son portefeuille en investissement d'impact, je veux dire, c'est Je très le bien pour. recommanderais pas. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. Mais c'est très bien pour l'environnement et la société. Je veux dire, Ouais. l'impact que ça, on peut pas dire que c'est mauvais, mais c'est sûr que, euh, bon, c'est ça. Je pense pas que ce serait très diversifié d'une part, mais je pense que justement, comme tu dis, mettre un 5%, je pense que ça agit comme un excellent outil de diversification parce que c'est justement souvent des secteurs un peu moins, tu sais, je veux dire, la microfinance, dans le sens qu'on n'a pas vraiment accès à ça, sauf si c'est de passer par l'investissement d'impact ou à l'agriculture durable, tu sais, logement abordable. Je veux dire, c'est un peu plus des thèmes qu'on ne retrouve pas dans les portefeuilles normaux, si je peux dire. Ouais, exactement. Fait que, mais ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, vos conseillers, tout ça, on peut regarder ensemble. L'idée, c'est de peut-être pas mettre l'argent que vous allez avoir besoin l'année prochaine pour votre retraite au complet dans quelque chose de plus instable, mais c'est un bucket, si on veut, un petit peu plus philanthropique, long terme. C'est ça. Il y a moyen de jumeler les deux, là. Ouais, ben oui. C'est ça, puis si on pensait déjà tomber tu sais, dans la philanthropie, je veux dire, ça peut être quand même une bonne alternative parce qu'il y a quand même un rendement financier. Fait que c'est un peu Exactement. un bon mélange aussi, ouais. Euh,
Il y a l'intendance qui est stewardship en anglais, que tout le monde utilise, qui est drôle à dire en français, mais c'est donc intendance le terme. Ça, c'était pas sur le tableau initial que je vous ai montré. C'est un peu une. C'est comme. C'est une technique transversale, en fait, à toutes les approches. C'est-à-dire qu'on peut l'employer vraiment, peu importe l'approche d'investissement qu'on choisit. C'est d'ailleurs une approche qui est déjà employée en finance traditionnelle. Puis là, c'est juste, ça juste de l'étendre dans l'investissement responsable d'impact. Puis c'est énormément utilisé. Dans le fond, c'est d'utiliser ses droits et son influence en tant qu'actionnaire souvent, mais investisseur aussi, pour protéger et améliorer la valeur globale à long terme pour les clients et les bénéficiaires. Donc, c'est l'exercice du droit de vote quand on est actionnaire. Sinon, quand on est actionnaire ou autre, là, qu'on investit, on est investisseur de dette, c'est l'engagement par des initiatives collaboratives, juste de surveiller ces entreprises en portefeuille, puis d'avoir des appels avec eux. Bon, ça dépend des positions qu'on a, là. Des fois, c'est un peu plus difficile d'avoir de l'influence, mais il y a beaucoup de gros fonds de pension ou des gros investisseurs, même si c'est des obligations qu'ils achètent, ils ont quand même un poids assez important avec les émetteurs. Tirer profit des rôles au sein du conseil d'administration pour ceux qui sont sur le CA, ça c'est plus peut-être un peu marché privé ou ouais, marché privé. Et puis les résolutions d'actionnaires. Euh, donc, c'est ça. Fait que ça, on l'utilise. Vous voyez que c'est déjà des choses qui sont utilisées visiblement en finance rationnelle, juste parce que le droit de vote, c'est le droit de vote, mais après, c'est qu'on peut appliquer ces mêmes principes-là à l'investissement responsable. C'est vraiment des techniques qui marchent bien, puis qu'on peut, comme je dis, utiliser dans toutes les autres approches. Fait que ça permet de combiner un peu, combiner des techniques, puis ça a des meilleurs résultats. Oui. Puis, juste un petit mot là-dessus, tu sais, c'est sûr que si on n'est pas un gros investisseur institutionnel, on a peut-être moins de pouvoir sur, on peut pas aller sur les conseils d'administration et tout ça, mais en tant que plus petit investisseur, là, si je peux me permettre, il y a c'est vraiment le droit de vote là, qui va être pertinent dans votre situation. Pour les clients chez nous, ben, étant donné qu'on fait une gestion discrétionnaire, puis on s'occupe de vos placements pour vous, c'est nous qui ont la responsabilité de faire les votes. Alors, tu sais, si on a en tête les facteurs ESG là, au moment qu'on vote, ben c'est là qu'on peut venir faire une différence dans les décisions d'entreprise. Oui, tout à fait. On est rendu à. Donc, on a terminé un peu la partie des approches d'investissement responsable et investissement d'impact. Maintenant, on va parler un peu de l'évolution de l'investissement responsable, d'où ça vient, puis pourquoi on en entend de plus en plus parler. Donc, le graphique que je vous présente ici, c'est pas le parfait graphique parce que ça prend uniquement en compte les signataires des PRI. Comme je disais tantôt, c'est les Principles for Responsible Investment. C'est un ensemble de principes soutenus par les Nations Unies, conçus pour favoriser un système financier plus éthique et durable. Donc, c'est un peu dans le sens que c'est biaisé parce que c'est juste le nombre de signataires des PRI. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement tous ceux qui font de l'investissement responsable, mais bon, je pense que ça témoigne quand même du fait que c'est de plus en plus de gestionnaires d'actifs qui intègrent ces principes-là dans leur stratégie d'investissement. Donc, vous voyez vraiment que ça a monté en flèche là, depuis la création des PRI en 2006. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent la montée en puissance de l'investissement responsable dans les dernières années. Euh, ben, la prise de conscience des enjeux environnementaux et sociaux, qui est quand même de plus en plus grande en moyenne. La pression réglementaire croissante. On le voit avec les principes de durabilité là, des normes IFRS qui vont incessamment sous peu voir le jour et devenir obligatoires. Fait que, puis, au Canada, un peu moins, mais en Europe, on voit quand même énormément de pression réglementaire. Le fait que ça a été prouvé, puis qu'on y croit maintenant à la rentabilité financière et à la bonne gestion des risques avec l'investissement responsable. Il y a une demande des investisseurs particuliers, donc les milléniaux et la génération Z commencent à avoir les moyens un peu d'investir, puis je pense qu'ils ont
des valeurs environnementales et sociales, je ne vais pas généraliser, mais en moyenne plus fortes en tout cas que les générations d'avant. Fait que ça met un peu une pression sur les gestionnaires d'actifs pour ce type d'investissement. Il y a aussi le fait que les entreprises étant un peu, là, que les entreprises prennent de plus en plus de place un peu dans la sphère sociale, environnementale, politique. Donc, se sentent de plus en plus engagées puis sentent qu'elles doivent avoir un impact sur la société et sur l'environnement. Et ben, assurément aussi la COVID-19 qui a un peu servi de catalyseur. On fait rendre compte à beaucoup de gens que il y avait une intersection, que c'était vraiment interrelié, c'est-à-dire la biodiversité, notre économie, voilà, l'environnement. Euh, et donc, comme vous l'avez déjà sûrement remarqué depuis le début de la présentation, il y a plusieurs approches utilisées en investissement responsable qui étaient déjà utilisées en finance traditionnelle. On a vu le droit de vote, l'exclusion sur base réglementaire, l'engagement. Et ça, c'est parce que dans le fond, l'utilisation de ces pratiques apporte quelque chose, soit d'un point de vue éthique, de gestion de risque ou d'amélioration des rendements. C'est aussi une réalisation qui ne date pas d'hier. Ce type de pratique-là existe depuis très longtemps. Avant même qu'on attribue le terme d'investissement responsable, c'est des choses qui se faisaient. Il n'y avait pas de nom, mais ça se faisait comme un peu naturellement. Ça a commencé dans les années 60. C'était plus des pratiques à ce moment-là qui misaient sur l'aspect social. La crise climatique était un peu moins importante, connue, moins dans l'actualité en tout cas. Fait que c'était beaucoup plus l'aspect social qui était mis de l'avant. Il y avait des investisseurs qui excluaient des stocks ou des industries entières sur la base des activités de compagnie, comme dans la production de tabac ou aussi d'implication dans le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Puis ben, les méthodes se sont sophistiquées au fil des années avec la création d'indices de durabilité, publication de beaucoup de rapports et formation de plusieurs initiatives, entre autres les PR en 2006, qui en est quand même une majeure. Après, il y a eu beaucoup d'alliances, les Net Zero Alliance, des groupes de travail, le TCFD pour les risques climatiques, et aussi une implication de plus en plus présente de la sphère réglementaire dans le domaine. Je trouve ça intéressant de voir c'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on est quand même loin d'avoir terminé ce combat-là. Puis Ouais. moi, de mon côté, personnellement, je trouve intéressant, le 2008, l'émission de la première obligation verte par la Banque mondiale. Alors, une obligation, là, c'est comme c'est une dette. Donc, normalement, la Banque mondiale ou des compagnies ou des gouvernements peuvent émettre des obligations pour financer des projets, mais quand on dit une obligation verte, ben c'est une obligation qui va financer spécifiquement un projet vert, là, si on peut dire. Alors, on va en parler un petit peu plus vers la fin de la présentation, mais c'est une façon de s'assurer que votre argent finance directement un projet vert. Ouais. On va effectivement y revenir, fait qu'on pourra en parler plus en profondeur des obligations vertes. Euh, bon, je ne sais pas si je dois convaincre des sceptiques ici, mais si jamais oui, on va parler de pourquoi on doit investir de manière responsable. Je vous parlais tout à l'heure du lien fort entre bon, les enjeux environnementaux et sociaux qui se matérialisent en pertes financières, puis qui démontrent en fait l'intérêt de considérer ces enjeux-là. Euh, Aussi, on pense souvent à l'investissement responsable comme un mouvement un peu tu sais, wokiste ou grano, ou en tout cas tu sais, de moins en moins, mais encore quand même. J'opère dans le domaine, puis je pense que c'est quand même encore un peu une réalité. En réalité, l'investissement responsable, en plus tu sais, des considérations éthiques qui l'entraînent, c'est vraiment un réel outil de gestion de risque. Je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais comme ça, vous allez vous en rappeler. Ça gère extrêmement bien les risques, ça a été démontré. Quand on gère les risques dans un portefeuille, on minimise les pertes potentielles et donc on maximise le rendement à long terme. Donc, c'est intrinsèquement lié euh, aux objectifs fondamentaux de la finance traditionnelle. C'est ce qui rend ça
c'est ça, un bon outil, puis super intéressant, puis ce qu'on voit, là, justement, la relation étroite entre les enjeux environnementaux, sociaux, puis les romans financiers. Donc, j'ai mis ici 4 exemples d'incidents ESG qui ont eu lieu dans les dernières années pour montrer comment, justement, ces incidents-là peuvent se matérialiser en pertes financières majeures. Donc, en 2019, il y a un barrage au Brésil qui appartenait à la société Val qui s'est effondré. Cette société-là avait déjà été impliquée dans une catastrophe similaire en 2015. Les actionnaires auraient pu influencer l'entreprise à conduire des audits plus rigoureux, ce qui aurait potentiellement évité les 270 morts. Je sais que c'est difficile, c'est facile à dire une fois que c'est arrivé. Je n'ai pas la prétention de dire que j'aurais pu empêcher ça. Par contre, il y avait déjà euh, plusieurs signes, déjà avec un effondrement de la compagnie en 2015, qu'il n'y a pas eu d'autres mesures de gouvernance mises en place pour s'assurer que les barrages étaient construits adéquatement. Ça témoigne quand même d'une lacune. Fait qu'il y a des investisseurs qui étaient investis, tu sais, en 2015, qui étaient encore investisseurs dans l'entreprise en 2019, qui auraient pu éviter cette perte financière-là s'ils avaient fait un peu une diligence raisonnable sur les pratiques de l'entreprise. Donc, la société a payé plus de 2 milliards de dollars pour régler les réclamations liées à cette affaire, sans mentionner la perte qu'on ne peut pas quantifier, malheureuse des 270 personnes. Mais bon, puisque le sujet, c'est de parler de la perte financière, je voulais quand même le mettre en gras, mais je ne veux pas amoindrir du tout la vie de ces pauvres gens. Donc, en 2020, il y a la société aussi Wirecard, qui est une compagnie allemande, qui a admis que 1,9 milliard d'euros inscrits dans ses bilans n'existaient pas. Mm. Euh, donc, ils ont été accusés de fraude, évidemment. Ils ont dû faire une demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité suite à la chute de l'entreprise. Euh, C'est une analyse j'ai approfondie aurait pu identifier des signaux d'alerte comme des irrégularités comptables récurrentes qui étaient d'ailleurs signalées depuis 2008. Et donc là, il n'y a pas de montant, mais c'est-à-dire que l'entreprise a fait faillite. Donc, c'est passé de peu importe quelle était sa valeur à zéro. Une grande perte financière, sans doute, pour les Oui, investisseurs. c'est ça. Euh, Un exemple un peu différent, parce que ça ne s'applique pas à une entreprise directement, mais un peu le manque d'investissement dans la préparation aux pandémies par les gouvernements, les entreprises et les autres institutions a aussi entraîné une énorme perte financière, soit dans ce cas-ci la baisse du PIB mondial. Et finalement, un dernier exemple, en 2022, Lafarge, qui est un cimentier, a été confronté à des accusations graves concernant ses opérations en Syrie entre 2012 et 2014. Il a été accusé d'avoir financé des groupes terroristes pour maintenir en fonctionnement sa cimenterie, qui était située en territoire syrien en pleine guerre civile. Et ce scandale a vraiment mis en lumière les risques sociaux et éthiques liés à l'implication des entreprises dans des zones de conflit et de la violation des droits humains. Et Lafarge a dû payer un montant de plus de 778 millions de dollars. Mm. Et un dernier exemple que tout le monde connaît bien, qui date un peu de 2015, mais je pense que vu que tout le monde en a entendu parler, je trouvais ça quand même pertinent. Puis je pense que de voir un graphique, on dirait qu'on peut toujours, même moi, toujours plus concevoir quand on voit la valeur du prix de l'action. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que on s'imagine être investisseur là-dedans, puis on se dit, oh mon Dieu, tout tu sais, tellement perdu de valeur. Ouais. Donc, le scandale de Volkswagen, c'est justement, donc en 2015, l'Agence de protection de l'environnement a découvert que plusieurs voitures Volkswagen vendues aux États-Unis étaient équipées d'un dispositif de manipulation. Fait que c'est un logiciel dans les moteurs diesel qui était capable de dire quand ils étaient sous période de test. Fait que ça pouvait modifier les performances pour améliorer les résultats. Volkswagen a dû payer 25 milliards de dollars en amende, pénalité civile et règlement avec les autorités américaines, puis a rappelé aussi 11 millions de véhicules, indemniser les clients, payer les frais juridiques, ce qui a fait chuter sa capitalisation boursière de plus de 25 milliards d'euros en quelques jours, donc 40%. On peut s'imaginer
l'effet que ça a eu sur les investisseurs. Et d'un point de vue corporatif, Volkswagen aurait pu éviter ça en évidemment renforçant sa gouvernance d'entreprise, avoir des contrôles et audits internes plus rigoureux, instaurer aussi une culture de dénonciation, parce que clairement dans cette histoire, quelqu'un était au courant de quelque chose, mais puis c'est important d'avoir des cultures de ça fait un peu snitch, des cultures de dénonciation, mais c'est pas ça le but, c'est juste justement de ne pas avoir peur des abus de pouvoir et tout ça pour dénoncer des malfaisances au sein des organisations. Puis du point de vue des investisseurs, ben, il y a certains analystes qui avaient remarqué des incohérences dans les performances des véhicules. C'est quand ça a l'air trop beau pour être vrai des fois, puis qu'ils surperforment tous les compétiteurs, ça vaut la peine un peu de creuser plus. Il y avait vu un manque de transparence et de gouvernance de Volkswagen. Volkswagen avait un score G assez faible. Puis il y a plusieurs hedge funds qui ont commencé à vendre à découvert, donc à short sell, l'action. Donc clairement, il y en a qui ont réussi à avoir ça d'avance. C'est juste pour dire que c'est ça, quand la prise en compte des facteurs de gouvernance fait partie intégrante de sa méthode d'investissement, mais des fois, ça permet de capter ça d'avance, de dire, bon, ben, moi, j'investis uniquement dans les entreprises qui ont des bonnes pratiques de gouvernance et donc, je n'aurais pas investi dans Volkswagen, ce qui permet ben, d'éviter cette immense perte. Un très bon exemple, très visuel. Je pense que plusieurs personnes ici peuvent s'imaginer voir ça dans leur portefeuille et Ouais, avoir une mauvaise surprise, disons. ouais. Ouais, puis c'est parce que ça a tellement été un cas documenté que tu as vraiment plusieurs perspectives, beaucoup d'exemples de gens qui l'ont vu aussi venir, tu sais, donc, parce que des fois, je trouve ça tout le temps un peu difficile à amener quelque chose après puis dire, ah, ils auraient pu, mais tu sais, c'est facile à dire après, mais là, c'est que littéralement, il y a des gens qui l'ont vu, genre, c'était pas impossible de le Oui. prédire, c'est ceux qui ont eu c'est un manque d'analyse de ces facteurs-là qui se sont fait un peu piégés, mais Ouais, puis comme tu l'as dit, leur score ESG, de ce que j'ai compris, était faible. Donc, ouais, exact, c'est une exact. indication quand même C'est qu'il ça. n'y Exact. avait Ça, pas ça, de... ça démontre justement qu'ils ne regardaient pas vraiment les enjeux et les facteurs ESG dans leur analyse. Euh, et donc, on en est aux classes d'actifs. Oui, juste avant, n'oubliez pas, peut-être qu'à date, c'est super clair, tant mieux. Si jamais il y a des questions, là, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire en bas de l'écran. Excuse-moi, vas-y. Ben non, pas de problème. OK, donc on a vu toutes les approches. Puis, tu sais, c'est ça. C'est que là, il y a comme, c'est comme une matrice un peu. Il y a des approches d'investissement, puis il y a des classes d'actifs, puis il y a des choses qui fit mieux. Il y a certaines approches qui fit mieux avec certaines classes d'actifs juste par la nature de ce que ça implique d'être dans certaines classes d'actifs. Je m'explique. Quand on achète des actions, on est actionnaire. Être actionnaire, c'est être propriétaire de l'entreprise. Ça vient avec une influence plus forte juste par la nature de l'investissement. Ça vient avec un droit de vote. Euh, il y a des résolutions d'actionnaires. Il y a plus de choses. Les actions, c'est vraiment la classe d'actifs où tout est possible parce que, en plus, c'est public. C'est un marché très réglementé. L'information est disponible. C'est transparent, supposé, mais toutes les données ESG sont disponibles sur les entreprises publiques ou en tout cas presque maintenant. Euh, donc, c'est ça, c'est vraiment facile ben pas facile, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment les actions, on peut vraiment appliquer n'importe quelle approche d'investissement responsable là-dessus. Même que tous les scores, toutes les agences de notation qui font maintenant des scores ESG, tous les scores ESG sont pensés pour les actions. Parce que quand on est actionnaire, on est propriétaire et quand on est propriétaire, on s'inquiète de la croissance de la valeur de l'entreprise à long terme. Et là, quand on pense à la valeur de l'entreprise à long terme, ben, on se rend compte que là-dedans, il y a plein d'enjeux environnementaux et sociaux qui pourraient affecter la valeur de l'entreprise à long terme. À l'inverse, quand on détient les obligations, c'est de la dette, les seuls enjeux qui nous intéressent,
ce serait ceux qui feraient en sorte que l'emprunteur n'est pas capable de nous rembourser. Fait que c'est comme l'horizon de temps est différent. C'est-à-dire que si j'achète une obligation de 10 ans, ben ça va m'intéresser pour les 10 prochaines années ou jusqu'à temps que je la vende. Mais fait que dépend de l'horizon de l'obligation finalement. Puis c'est que les enjeux sont pas matériels. C'est pas les mêmes enjeux matériels que les actions parce que c'est ça, il y a moins de choses qui affecteraient qu'une. C'est pour ça que les obligations, c'est moins risqué. C'est que la seule chose qui est importante pour les, ceux qui achètent des obligations, c'est qu'on soit capable de leur rembourser l'argent qu'ils ont prêté. Fait que les enjeux qu'on regarde sont vraiment différents. Puis tout ça pour dire que les scores ESG sont créés, c'est tout le temps un peu dans une perspective action. Puis je pense que c'est quelque chose qui risque d'être développé sur le marché parce qu'il y a énormément de- d'investisseurs par dette qui aimeraient avoir des scores ESG qui reflètent un peu plus leur manière d'investir puis les enjeux qui sont matériels pour eux. Bon, fait que là, j'ai un peu fait le pont déjà avec les obligations, mais pour les obligations, ce qu'on peut faire en investissement responsable, puisqu'on a moins, tu sais, que j'achète une obligation d'une entreprise, j'ai vraiment moins d'influence. C'est sûr que tu n'as t'as pas de droit de vote, puis dans le sens, eux, c'est juste la dette. Fait que c'est sûr on a moins d'influence. La façon de faire avec des obligations, ce serait du financement de projet. Fait on pourrait dire, bon, mais moi, je veux que mon argent est vraiment dans un projet spécifique, pas juste. Je vais prendre un exemple, je sais pas moi. Énergir, mettons qu'Énergir émettait des obligations, ben là, moi, je dis, moi, je ne veux pas investir dans le gaz naturel. Ça ne me tente pas d'acheter des obligations d'Énergir, mais là, Énergir veut partir un projet d'énergie éolienne. Puis moi, ça me tente d'investir dans l'énergie renouvelable. Fait que là, ça se fait financement de projet d'acheter des obligations. Eux pourraient émettre des obligations juste pour financer leur projet d'énergie éolienne. Fait que ça, c'est une méthode. Sinon, comme tu disais tantôt, Corinne, les obligations dénominées, donc les labeled bonds, les obligations vertes, qui sont des obligations pour financer des trucs plus en lien avec l'environnement. Obligations sociales, obligations durables, qui est un mix de verte et social. Fait que c'est un peu n'importe quoi qui tombe soit dans l'un, soit dans l'autre, soit les deux. Il y a lié à la durabilité, donc qui fait que le, le taux d'intérêt varie en fonction de l'atteinte de euh, indicateurs de performance liés à la durabilité. Quand même intéressant. Puis maintenant, il y en a des nouvelles de transition. Donc, c'est un peu comme du financement de projet, mais c'est vraiment pour financer la transition énergétique. Puis il y a les obligations bleues aussi, quand même nouvelles. Puis ça, c'est pour tout ce qui est en lien avec l'eau et gestion de l'eau, océan, puis voilà. Puis sinon, l'autre manière de faire, c'est d'acheter des obligations de société avec des fortes pratiques ESG. Donc là, c'est vraiment de regarder, juste d'encourager un peu, si on veut, la compagnie qui a des bonnes pratiques ESG. Oui, Oui, ben j'allais, dans le fond, faire juste un petit résumé avec ça, là, de comment nous, on applique ça. C'est vrai que ce que Josélise a dit avec les actions, dans le fond, c'est qu'on participe à la croissance future, puis on peut faire le droit de vote, puis on peut plus être un petit peu activiste, là, si on veut. Euh, mais par contre, avec les obligations, ce qui est bien, c'est que si vous voulez vraiment que votre dollar soit investi dans un projet X, ben, il y a les obligations dénominées, là. Et ce qui peut être intéressant avec ça, c'est qu'on peut y aller vraiment à la pièce. Nous, on est en train de bâtir un portefeuille d'obligations vertes. On va l'annoncer en début 2025. Alors, je vous dis ça un petit peu en primeur. Mais dans le fond, ça va être une façon pour vous de dire, ben moi, je veux pas prendre plus de risques dans le portefeuille parce qu'on s'entend des actions, c'est quand même ça reste dans le profil de risque plus élevé là, dans un portefeuille complet. Alors, avoir du revenu fixe, des obligations, ben, ça permet de garder le risque faible tout en finançant des projets qui nous tiennent à cœur. Alors, ça, c'est quelque chose qui s'en vient.
Puis, dans le fond aussi, ce que j'allais dire, ah oui, c'est que on aurait pu le faire. On a eu, c'est intéressant parce qu'on a eu cette réflexion-là. Tu sais, on aurait pu dire, ben, on va juste prendre des obligations corporatives, donc d'entreprises qui ont des bons scores ESG, donc des obligations régulières de bonnes entreprises ESG. Euh, mais à la place, on a décidé d'y aller vraiment avec, au lieu, au lieu de prendre des compagnies spécifiques, de prendre des projets spécifiques, là. Puis ça, Ouais. il y en a du gouvernemental, puis il y en a d'entreprises aussi. Fait qu'il y a un petit peu de tout, là. Par exemple, la province du Québec pourrait émettre une obligation verte pour un projet X. Ouais. Puis ce qui est le fun avec les obligations dénominées, c'est que maintenant, c'est encadré, réglementé, donc on sait exactement à quoi les fonds vont servir. Puis il y a énormément de surveillance là-dessus. Fait que c'est toujours le fun de savoir à quoi notre argent est utile, là, finalement. Exact. Euh, versus une obligation de société où pas On n'a vraiment pas de d'idée contrôle, où on ça sait va. pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. On peut espérer que l'argent Ouais. soit utilisé de bonne façon, mais on n'a aucun contrôle là-dessus. Ouais. Exact. Puis la dernière catégorie, en fait, j'ai juste tout regroupé dans la, la dernière catégorie, les placements alternatifs, mais j'ai exclu de ça les fonds de couverture, donc les hedge funds, parce que c'est un peu une classe d'actifs fourre-tout, dans le sens où tu peux avoir n'importe quoi là-dedans, actions, obligations, fait que je voulais pas que ça rende ça un peu contre-intuitif. Donc, par placement alternatif, j'entends dette privée, placement privé, infrastructure, real estate, donc Commodité, commodité, ouais. ouais, voilà. Et donc, pour les placements alternatifs, si on est loin des actions parce qu'il y a des énormes enjeux de transparence, n'étant pas un marché public, donc pas d'obligation de divulgation d'état financier audité. C'est un peu c'est ça, c'est le Wild West. Puis il y a aussi des enjeux de liquidité. Fait que c'est pas un marché qui est très liquide puisqu'il y a moins de joueurs, c'est difficile de vendre ses positions. Euh, Fait que ça complexifie beaucoup la mise en place d'approches d'investissement responsable. Ce qui fait que dans cette classe d'actifs-là, l'engagement, ça devient vraiment une stratégie super importante. Euh, Parce que, d'une part, ben, je veux dire, c'est pour la relation avec les entreprises en portefeuille est toujours beaucoup plus étroite quand on est dans le marché privé. Souvent, les portefeuilles, c'est des portefeuilles avec beaucoup moins de positions. Si je pense à nous, par exemple, tu sais, en ce moment, on a 11 compagnies en portefeuille. Fait que le lien qu'on a avec les, les entreprises, c'est très, très étroit. Fait que l'engagement, on le fait, je veux dire, sans même savoir qu'on fait de l'engagement, on est tout le temps en train d'être avec eux, tu sais, en train de parler de plan d'action, de stratégie, non, mais euh, puis c'est qu'une fois qu'on est investi, on ne peut pas sortir. C'est pas comme, ah ben là, finalement, ils ont plus de bonnes pratiques ESG, je vais vendre. Non, c'est comme tu peux pas vendre. Donc, d'où l'importance de faire une diligence raisonnable vraiment bonne au début. Puis après ça, de continuer à s'engager avec eux, puis de tu sais, s'assurer qu'ils mettent en place les bonnes choses, qu'ils peuvent améliorer leurs pratiques et tout. Euh, Puis une autre spécificité aussi, c'est qu'il n'y a pas de données ESG, dans le sens qu'il n'y a pas, tu sais, les fournisseurs de données ne se rendent pas jusque sur les marchés privés. Fait que souvent, c'est les investisseurs eux-mêmes qui doivent faire la collecte de données ESG. Souvent, ça passe par des questionnaires tu sais, qu'on envoie une fois par année, puis on récolte ça. Fait que c'est beaucoup moins standardisé, beaucoup moins uniforme. Fait que c'est un peu plus dur, tu sais, de faire des stratégies complexes et quantitatives. Tu sais, c'est très fondamental l'analyse qu'on fait dans cette classe d'actifs-là. Fait que c'est un peu du cas par cas. Puis actionnariat actif, c'est ce que je disais par rapport à l'engagement. Ça, c'est vrai, évidemment, juste si on est en action, là. Donc on enlève de ça la dette privée, mais en tout cas, c'est ça, la relation avec les compagnies est vraiment différente, puis c'est plus un peu du partenariat que de dire, bon, ben là, j'inclus, j'exclus, ou tu sais, je te Ouais. surveille, mais si tu t'améliores pas l'année prochaine, je vais te vendre. Là, ça marche pas comme ça.
Ouais, donc tu sais, le désavantage, c'est peut-être c'est ça, moins transparent, plus difficile d'accès, mais par contre, plus d'influence possible, là, j'imagine, parce que vous travaillez Ouais, étroitement avec ces entreprises-là. Euh, ouais. Puis peux-tu peux-tu donner quelques exemples de compagnies qu'on connaîtrait qui feraient partie du portefeuille? Est-ce que c'est possible ouais. Ben, il y a Communauto pour j'imagine, tout le monde est à Montréal. Mais là, on est plus investisseur dans Communauto. Mais donc, ben, je pense que tout le monde connaît, Autopartage. Puis Flow aussi, les bornes de voitures électriques qui sont basées à Montréal. Donc, ça, je pense que c'est deux compagnies Ouais, qui parlent donc ça donne plus. une idée. Tu sais, fait que juste pour résumer, là, tu sais, dans le fond, Josélie chez MKB, c'est comme eux autres, c'est en placement privé, donc c'est ça la catégorie, la sous-catégorie placement alternatif. Fait qu'ils investissent dans des compagnies privées, dont, comme on disait, le Communauto ou Flow. Fait que c'est une façon d'avoir de l'impact aussi, si je peux même me permettre, là. Tu Ouais, sais, ben nous, c'est vraiment, nous, c'est thématique, puis comme je t'ai montré sur le fameux tableau du ouais, début, c'est vraiment investissement responsable et investissement d'impact, parce que les rendements financiers demeurent la intéressant. priorité pour nous, mais c'est ça, c'est notre thèse d'investissement, c'est la transition énergétique. Fait que nécessairement, il y a un impact positif, mais c'est ça, c'est pas de l'investissement d'impact Je pur, c'est comprends. vraiment l'investissement thématique. C'est ça. Puis nous, dans le fond, on prend des parts minoritaires importantes quand même, juste pour pouvoir justement avoir l'influence qu'on souhaite pour mieux un peu outiller puis aider les entreprises à croître. Ben, c'est vraiment intéressant. Puis ça, je pense que c'est peut-être moins connu du public, là, mais tu sais, c'est des fonds qui peuvent, j'imagine la plupart, tu sais, vous avez des investisseurs institutionnels, mais aussi des fois des particuliers, donc Ouais, mélange, ouais. mélange d'investisseurs. C'est... Oui, exactement. Non, c'est accessible. Oui, mais on entend vraiment moins parler, mais c'est quand même c'est des trucs intéressants quand on s'intéresse à justement la transition énergétique ou juste à diversifier aussi des classes Ouais, d'actifs. comme on disait tantôt, ça peut, tu sais, des fois, c'est une façon de diversifier une petite partie du portefeuille là, dans Ouais. une politique de placement global. Donc, Mhm. fait que c'est ça. Si jamais ça, c'est quelque chose, vous avez des questions spécifiques par rapport à ça, là, vous pouvez m'écrire ou je transmettrai les questions à Josélise directement. Euh, donc, je pense on achève là. Est-ce que pour cette slide-là, on avait terminé? Oui. Oui, Ah, le petit c'est avertissement. le petit avertissement. Et donc, on serait à la période de questions. S'il y en a, il nous reste un petit 3 minutes là. On a quand même finalement eu une bonne discussion. J'ai Ouais. trouvé ça intéressant. Je pense que sais, on a couvert beaucoup là, c'est quoi les catégories, tu sais, en passant d'investissement responsable à investissement d'impact, puis le spectre en fait qui est possible, Mhm. l'évolution de l'investissement responsable au fil des années, que c'est de plus en plus populaire là, et qu'il Ouais. y a de plus en plus d'argent en fait qui s'en va vers là. Mhm. Et on a vu des exemples concrets de pourquoi c'est important et dans le fond, comment ça peut vraiment impacter les dollars là, des investisseurs. Alors, Ouais. c'était un bon tour de table. Merci beaucoup, Josélise. Ben, ça m'a fait plaisir. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant ou ne taire à jamais. Non, c'est une blague. Tu peux m'écrire sur LinkedIn, ça va me faire plaisir. Oui, parfait. Donc, ben, je pense qu'on n'a pas de questions pour l'instant. Donc, je voudrais remercier ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. C'était le dernier webinaire du mois. On va en refaire évidemment en 2025, là, mais ça conclut le mois de la littératie financière 2024. Alors, merci beaucoup. Soyez à l'affût. On va partager les enregistrements de tous les webinaires du mois prochainement là, sur nos réseaux sociaux puis par courriel pour nos clients. Donc, n'hésitez pas à les partager. Puis aussi à nous donner du feedback. Tu sais, c'est la deuxième année qu'on fait l'initiative dans le cadre du mois de la littératie financière. Alors, si vous avez des sujets qui vous intéressent, peut-être des personnes que vous aimeriez qu'on invite, ben écrivez-moi. On prend les suggestions. Alors, voilà. Merci encore, Josélise, Ça et fait bonne journée à plaisir. tout le monde. Merci. Bye. Oui.